Bonjour, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Alain Marron, bonjour. Mais bonjour. Député bruxellois écolo et tête de liste écolo au Parlement bruxellois. C'est pas tout de suite. Parlons d'abord de cette grève. Aujourd'hui, grève quand même assez suivie, grève générale. L'accord interprofessionnel lui a l'air en panne et le gouvernement minoritaire ne peut pas arbitrer dans ces conditions-là. Alors comment est-ce qu'on peut sortir d'une situation comme ça, un peu bloquée entre syndicats et patrons où le gouvernement ne peut pas jouer vraiment le rôle d'arbitre ? Je ne suis pas sûr qu'on puisse en sortir dans un délai court et aussi court, puisqu'effectivement, la situation politique générale et du gouvernement fédéral empêche des solutions rapides. Par contre, il faudra rétablir le dialogue. Je veux dire, le dialogue est très coincé entre les partenaires sociaux depuis un certain temps, essentiellement sous la pression du gouvernement fédéral. On n'est pas du tout dans un gouvernement fédéral qui, au fur et à mesure des années, a construit du dialogue. Il a plutôt tendu les choses et rendu le dialogue de plus en plus difficile, entre autres par les mesures antisociales qu'il a prises dans différents secteurs et dans différents domaines, parfois dans la poursuite du gouvernement précédent, parfois pas, et parfois on allait encore beaucoup plus loin, mais donc on a divisé les gens. Ce n'est pas du tout un gouvernement qui a rassemblé, c'est sans doute le gouvernement MRNVA, le gouvernement le plus porteur de divisions qu'on ait jamais eu, des divisions linguistiques, francophones, néerlandophones, mais au sein de la société aussi, entre les étrangers et les autres, qui cassent les systèmes de solidarité, les solidarités interpersonnelles, on a vu sur les hébergeurs, etc., mais aussi la sécurité sociale, l'âge de la pension, les exclusions du chômage, voilà, tout ça tend énormément le climat social. Oui, mais qui doit lâcher un peu de laisse dans les négociations? Parce que pour l'instant, négociations, c'est patron d'un côté, petites et moyennes entreprises et grandes entreprises, et de l'autre côté, les syndicats. Donc, comment se remettre à la table? Moi, je ne vais pas faire la leçon ni au patron ni au syndicat. Je suis du côté politique. Oui. La responsabilité du politique, en tout cas, c'est d'instaurer les conditions du dialogue. C'est que les conditions du dialogue soient là et le respect aussi de cette concertation sociale. C'est-à-dire la remettre au centre et dire, en fait, depuis la fin de la guerre, sur toutes les négociations salariales, etc., on s'est arrangé pour écouter patrons et syndicats et faire confiance à leur intelligence collective. Or, ces dernières années, ça n'a plus été le cas. Donc réinstaurons ça et cette confiance dans les partenaires sociaux et leur capacité à trouver des accords. Et si on les met dans ces conditions-là, sans doute seront-ils capables de le faire. J'ai l'impression que vous êtes en train d'un peu perdre votre voix, c'est dommage, parce que demain, il y a une autre manif, c'est une manif climat, mais avec les jeunes. Donc mercredi, grève, jeudi, c'est climat. Qu'est-ce qui est le plus important? À force d'aller dans les manifestations dans le froid, on finit par en perdre sa voix, je vous l'accorde. Qu'est-ce qui est plus important entre le climat et le social? Mais rien n'est plus important l'un que l'autre. Je veux dire, il n'y a pas de justice climatique sans justice sociale. C'est-à-dire qu'il est hors de question pour nous de trouver des solutions par rapport aux enjeux climatiques si c'est au détriment du social. Ça n'a strictement aucun sens. C'est-à-dire qu'on doit diminuer la production de CO2, mais ça ne peut pas se faire au profit des uns et au détriment des autres, et certainement pas au détriment des plus pauvres, qui sont par ailleurs ceux qui, en général, produisent le moins de CO2, parce qu'ils consomment le moins de produits, de services, etc., etc. Donc la justice climatique, pour nous, elle est indissociable de la justice sociale, et dans toutes nos propositions programmatiques, c'est bien dans cette direction qu'on va. Alors, c'est amusant parce que vous êtes critiqué très fortement pour l'instant, parce qu'on est en pleine campagne électorale, par le PS et le MR. Mais parlons d'abord du PS. Et le PS dit aussi qu'il faut une justice sociale et une justice climatique. Mais ils disent, ouais, les écolos, eux, ils sont prêts, quand ils veulent faire la gratuité, par exemple, en refusant la gratuité des transports en commun, finalement, ils empêchent les pauvres d'avoir un peu plus de pouvoir d'achat. Le PS dit aussi que c'est le PS qui a créé la zone de basse émission à Bruxelles. C'est pas écolo. C'est le PS qui a investi dans la STIB. C'est pas écolo, qui est même plutôt négatif sur le métro. C'est le PS qui a abattu le viaduc Reyers. Alors, face à toutes ces attaques du PS, qu'est-ce que vous répondez? Donc, on va dire que le PS est au pouvoir depuis longtemps en région bruxelloise, depuis toujours. Donc, on peut créditer le Parti socialiste de tout ce qui a marché et de tout ce qui n'a pas marché. Ils mettent en évidence un certain nombre de choses qu'ils estiment être des réussites, cette bonne guerre. Franchement, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Je veux dire, ça n'a pas beaucoup d'importance. Sur la question de la gratuité, et je n'ai pas envie de me lancer dans les polémiques un peu stériles et débiles, les gens, ça ne les intéresse pas. Pour la gratuité sur la STIB, qu'est-ce qu'on dit nous? On dit il faut accorder des réductions importantes ou de la gratuité pour les personnes qui en ont besoin. C'est-à-dire pour des personnes qui, sans ça, sont empêchées de prendre les transports en commun. Typiquement, par exemple, les gens qui sont au chômage.
Pour le moment, il n'y a rien comme réduction qui leur est prévue. On peut se focaliser d'abord là-dessus. Les travailleurs pauvres, c'est-à-dire que les gens qui travaillent à moins de 5 km de leur domicile, il n'y a pas d'obligation pour l'employeur de payer leurs frais de déplacement, ce qui est un problème. Et singulièrement, ça touche les intérimaires, les travailleurs pauvres, etc. Donc là, on pourrait faire quelque chose. Ouais. Mais bien entendu. Donc pour nous, il faut démocratiser les transports en commun, mais en ciblant, et on trouve que c'est un juste équilibre, entre les objectifs climatiques et les objectifs sociaux. Alors, du côté du MR, qui vous critique aussi, on dit l'écologisme est dirigiste, il est antilibéral, tandis que l'écologie des écolos, donc l'écologisme comme ils l'appellent, c'est conservateur et obsédé par le principe de précaution. C'est ce qu'ont écrit Corentin de Sales et David Clarinval dans une opinion qui est parue aujourd'hui dans la Libre, et ça s'appelle l'écologie bleue. Alors, est-ce que ce sont des nouveaux concurrents, le MR, sur l'écologie ? Je constate en tout cas que depuis qu'il y a l'émergence de plus en plus forte de la question environnementale, les autres partis sont obligés de se positionner. Jusqu'à présent, ils ne s'en préoccupaient pas. Franchement, on ne peut pas vraiment dire que le MR se soit préoccupé de l'environnement depuis des décennies. Et je pourrais dire la même chose du Parti socialiste, voire même du PTB. Donc maintenant, ils découvrent l'environnement et ils essayent de se positionner là-dessus. Et comment est-ce qu'ils font ? D'une part, ils essayent de faire des propositions, souvent un peu maladroitement, et en même temps de discréditer ce qui porte quand même historiquement, du point de vue politique, ce combat depuis longtemps, c'est-à-dire les écologistes. Et moi, je vous le dis très franchement, je ne comprends rien à la position du MR sur les enjeux environnementaux et climatiques. C'est inaudible. À la fois, ils disent que c'est important, et à la fois qu'on ne peut pas mener des actions concrètes. Très franchement, je vous l'ai dit, le MR, je ne comprends rien de ce qu'ils veulent sur l'environnement, et je pense que l'un et l'autre MR ne veulent pas la même chose. Et ils ne disent pas tous la même chose. Donc nous sommes pas du tout dirigistes. Les écologistes et l'écologie politique, ce n'est pas du communisme. Historiquement, nous sommes plutôt pour la liberté et l'émancipation des individus. Ça transparaît toujours dans notre programme. Maintenant, oui, il faut collectivement prendre en charge et prendre en main les enjeux sociaux et environnementaux. Est-ce qu'il faut changer de société ? C'est ça finalement la question qu'il pose. Est-ce qu'il faut changer la société capitaliste et libérale qui existe aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut changer de société ? Il faut en tout cas changer un modèle qui pour le moment nous entraîne dans des impasses et sociales et environnementales. Ça c'est très très clair. Il faut plus de justice sociale, plus de justice fiscale et de la justice environnementale. Oui, c'est vrai. Donc il y a des changements de modèle à avoir, c'est sûr. Alors on a beaucoup parlé du scandale en Wallonie des allocations familiales qui ont changé depuis le 1er janvier et qui sont arrivés en retard de quelques jours. Et à Bruxelles, on a plutôt été prudent parce qu'on a dit on fera ça seulement en janvier 2020. Et vous, pourtant, vous trouvez que ça ne se passe pas bien pour les allocations familiales à Bruxelles. Qu'est-ce que vous craignez ? On craint que le gouvernement bruxellois gère les choses et joue avec le feu. C'est-à-dire gère mal les choses et joue avec le feu. Au niveau wallon, ils ont mis 2 ans à peu près entre le vote du texte et l'instauration des systèmes et les paiements. Et on a vu que ça a coincé. Ici, à Bruxelles, il n'y a toujours aucun texte voté pour le transfert des allocations familiales. Dans, on va dire, 3-4 mois, tous les systèmes devraient être prêts pour pouvoir effectuer les paiements de manière sûre au 31 décembre. Or, il n'y a aucune habilitation légale. Il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. On est dans le vide et dans le vague absolu. Et donc, nous pensons que le gouvernement bruxellois, qui était incapable de se mettre qui pendant longtemps était incapable de se mettre d'accord, joue avec le feu. Et donc, ils nous disent « Si, tout va fonctionner, tout va fonctionner. » Mais pour le moment, rien ne fonctionne, rien n'est mis en place. On est en retard de au moins 2 ans sur toutes les autres entités, la Flandre, la Wallonie et la communauté germanophone. Et donc, nous sommes inquiets du fait que on refile un peu la patate chaude au gouvernement suivant, du genre, on a passé les textes en dernière minute, maintenant débrouillez-vous avec le bébé, si je puis me permettre. Mais c'est très très inquiétant, c'est un manque de responsabilité criant de la part en tout cas du CDH, mais aussi des autres partis en charge, sur ce dossier-là. Les familles ne peuvent pas être prises en otage d'enjeux politiques. Or, c'est ce qui est en train de se passer à Bruxelles. Ces textes auraient dû être votés il y a des mois. C'est totalement incompréhensible qu'on soit tellement en retard. On joue avec le feu et ce gouvernement prend des risques très élevés qui devront être payés par le gouvernement suivant. Ça ne va pas du tout. Alors, vous avez entendu cette recommandation d'observateurs de l'ONU de dire que en Belgique, le passé colonial était encore trop présent et qu'on ne s'était jamais finalement excusé. Et Rudy Vervoort a fait une déclaration importante. Hier, il a dit qu'il faut que Bruxelles reconnaisse sa responsabilité, que la Belgique reconnaisse sa responsabilité, mais Bruxelles aussi. Alors, je voudrais connaître votre réaction par rapport à cela. Je vous propose 3 types de réactions. La première, c'est « il est temps de s'excuser ».
La deuxième, ce n'est pas notre responsabilité. Ou la troisième, le rapport de l'ONU est partial. Non, il est temps de s'excuser. Il est temps de prendre conscience de ce qui s'est passé et de changer aussi l'imaginaire collectif. C'est-à-dire que des personnes comme moi, sans doute comme vous, ont été éduquées dans le fait que la colonisation était civilisatrice et bienfaitrice. Et que c'était une sorte de rapport gagnant-gagnant entre la Belgique et l'Afrique, en l'occurrence le Congo, le Rwanda, etc. La réalité est tout autre. Il y a beaucoup de traumatismes, il y a eu des massacres, et il y a eu des conséquences extrêmement négatives, y compris politiques, pendant très longtemps. Et puis surtout, il y a toute l'image extrêmement paternaliste qui est derrière ça, et qui induit encore des comportements dans la société d'aujourd'hui, notamment dans notre rapport aux personnes d'origine africaine. Donc oui, il faut casser les images, casser les stéréotypes, et ça commence certainement par s'excuser. Du reste, Écolo travaille sur les textes, et nous allons déposer au Sénat des résolutions allant dans le sens de ce qui est recommandé dans ce rapport. Et par exemple, Rudy Vervoort propose de recenser les noms des lieux qui symbolisent ce passé colonial. Et ça veut dire qu'il faudrait changer le nom, par exemple, de lieux, de squares, de places ou de rues? Alors, il faudrait peut-être changer ou expliquer. Essayer de comprendre. Je veux dire, pourquoi... on ne peut pas masquer le passé. La question n'est pas de masquer ou de nier le passé. Simplement, c'est de ne plus mettre en exergue des comportements qui sont totalement inexcusables, en fait, de la part de la Belgique par rapport à l'Afrique. Et donc, peut-être changer de nom de rue, mais surtout faire un travail d'éducation permanente autour de tout ça. Pourquoi est-ce qu'il y a une statue de Léopold II et qu'est-ce que Léopold II incarne? Voilà, c'est ces questions-là. On ne doit pas nécessairement démonter toutes les statues de Léopold II, mais il doit y avoir un travail d'éducation permanente et d'éducation au niveau de la société pour comprendre ce qui s'est passé et admettre que le rôle de la Belgique a aussi été un rôle néfaste. Pour clôturer, parce que vous êtes quand même le grand spécialiste des scandales, c'est vous qui avez levé le scandale du SAMU social. J'espère ne pas être spécialiste des scandales. Et notamment ici. Donc, on va parler un peu du logement molenbeekois. Est-ce qu'il faut une commission d'enquête sur cette affaire du logement molenbeekois? Très franchement, on serait 2 ans en arrière, je vous répondrais peut-être oui. Maintenant, à quelques encablures des élections et la fin du travail du Parlement, dans les conditions d'aujourd'hui, ça ne me semble tout simplement pas praticable. Maintenant, il faut faire la lumière sur ce qui s'est passé. Il y a un audit qui est accablant sur la gestion interne du logement molenbeekois. Il faut comprendre pourquoi ça a pu se passer et comment la tutelle exercée par la SLRB, donc la société régionale, n'a pas pu être active, et comment les administrateurs au sein de cette ASBL n'ont pas tiré la sonnette d'alarme par rapport aux dérives de gestion. Merci Alain Marron. On se retrouve demain avec un autre invité. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.